Bonjour, bienvenue sur Coupe-Fil, une émission qui vous donne les clés pour mieux comprendre l'art contemporain, pour mieux l'apprécier et pourquoi pas le collectionner. Coupe-Fil, c'est une heure de liberté, on l'espère avec Pierre, c'est un regard sur le monde à travers l'actualité artistique. Nous passerons en revue pendant une heure, en direct live, tous les aspects de la création contemporaine. La photographie, le design, les expos d'art moderne aussi, et aussi d'art ancien, pour vous donner le meilleur de l'art. Nous vous donnons rendez-vous tous les 3e vendredis du mois. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes le 4e vendredi du mois, mais en général, tous les 3e vendredis de chaque mois, en direct, sur Watch TV. Et nous allons vous guider avec nos invités, des commissaires d'exposition, mais aussi des galeristes, des artistes, des directeurs de musées. Et nous allons vous guider à travers cet univers passionnant qu'est l'art contemporain. Nous sommes en direct, vous pouvez communiquer avec nous sur Twitter, @WatchTV, mot-clé Coupe-Fil, hashtag Coupe-Fil. Bonjour Pierre. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors ce soir au menu, nous avons, dans la première partie de l'émission, nous allons parler de la Biennale de Lyon. Nous partons du coup à Lyon pour une nouvelle édition de cette biennale qui a été fondée en 91. Puis nous enchaînerons avec un événement qui est devenu incontournable au fil des années, qui aura lieu à Paris le week-end prochain, le week-end du 5 octobre. C'est la Nuit Blanche et nous aurons le plaisir de recevoir une des co-directrices artistiques de l'événement de cette année qui est Chiara Parisi. Nous continuerons avec l'actualité des galeries qui est riche en cette rentrée. Beaucoup de galeries ouvrent des nouveaux espaces, aussi bien à Paris qu'à l'international. Et puis en deuxième partie d'émission, nous parlerons de l'exposition Georges Braque, rétrospective au Grand Palais à Paris. Tout à fait. Nous recevrons du coup pour parler de l'émission Braque, Daphné Bétard qui est journaliste. Et puis nous terminerons par l'actu du design et architecture. On parlera du tour du design et puis on parlera aussi d'une application Artsy, qui est une application mobile sur Internet pour vous faire découvrir l'art contemporain. Donc on commence cette première partie avec la Biennale de Lyon, du 12 septembre au 5 janvier. Et j'ai trouvé intéressant la presse, disons, la plus internationale des biennales régionales françaises. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. Thierry Raspail en est le directeur. Tout à fait. C'est le directeur du musée d'art contemporain de Lyon depuis 1984. Et Absolument. je crois qu'il est le fondateur de cette biennale depuis maintenant 12 ans, puisque c'est la 12e édition. Oui, absolument. Et peut-être que pour commencer, nous pourrions regarder une des vidéos qui présente l'édition de cette année.
vous avez pu voir là sur la vidéo qui passait quelques œuvres qui sont présentées à la Biennale cette année. La Biennale a lieu sur 5 sites, pardon, excusez-moi. Il y a donc le Musée d'art contemporain de Lyon qu'on a pu voir au tout début. Il y a aussi donc maintenant l'incontournable Sucrière qui se trouve dans la presqu'île lyonnaise. Et il y a 3 autres sites un peu plus petits, un peu plus modestes, qui accueillent quelques œuvres. Il y a la Fondation Bouloukian qui est sur la place Bellecour et la Chaufferie de l'Antiquaille, toujours dans Lyon, et l'église Saint-Just, où est présentée juste une œuvre qui est une espèce de grand voilier. C'est une installation de Tom Sachs. D'accord. Est-ce que par rapport au thème, j'ai compris que le directeur de la Biennale a proposé à son commissaire d'exposition un thème, un mot-clé sur lequel il devait travailler l'exposition, la Biennale, qui était la transmission. Il en a déduit une édition intitulée Entre-temps, brusquement et ensuite. As-tu retrouvé ce thème tout au long de la Biennale? Oui, parce que il se trouve que le commissaire de l'expo qui s'appelle Gunnar Kvaran, qui est directeur du musée d'Oslo, qui est bien connu du milieu de l'art contemporain, a proposé plutôt le récit cette année comme fil rouge. Donc oui, on retrouve assez facilement dans les œuvres présentées toutes ces thématiques. On a quelques photos d'œuvres qui sont en train de passer. Là, nous avons par exemple Gabriela Fredriksdottir, qui est une Islandaise, qui elle a travaillé, l'œuvre s'appelle Crépusculum, et qui a travaillé sur sur l'arrivée du crépuscule, et qui en a créé tout un discours un petit peu onirique. Il y a aussi Robert Gober, qu'on peut voir là, qui lui en revanche a pris comme thématique sur le récit, a décidé de présenter des œuvres du début de sa création, qui sont des maisons de poupées qu'il avait recréées à l'époque. Donc lui a pris plutôt comme récit l'autobiographie. On a ensuite une œuvre de Fabrice Hibert, qui a été créée spécialement pour la Biennale, qui elle se trouve à la Sucrière aussi. Ensuite, il y a effectivement des choses un peu étranges comme Jeff Koons qui ont été présentées. C'est vrai que là, c'est un peu plus difficile de savoir comment rattacher ça au thème. Mais bon, ça s'est présenté au Musée d'art contemporain. Ensuite, il y a une œuvre de Marie Sibandé. Et la dernière œuvre, qui est une œuvre de Gustavo Speridiao. Qui est donc là vraiment sur tout le récit plutôt visuel. Donc une distribution assez internationale, c'est confirmé. Oui, complètement, mais c'est dû aussi... la Biennale de Lyon s'ouvre depuis quand même pas mal d'années justement à l'international, et l'idée c'est quand même de ne pas se retrouver complètement enfermé juste avec une production régionale. Très bien, je propose de passer au deuxième sujet, dossier du mois, la Nuit Blanche. Sur la Nuit Blanche, effectivement, et nous allons recevoir du coup notre invité qui va certainement mieux parler de nous de la Nuit Blanche, qui s'appelle Chiara Parisi. Chiara, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes co-directrice artistique de l'événement cette année avec Julie Pellegrin. Oui. Et vous travaillez à la Monnaie de Paris. Vous êtes directrice des programmes culturels de la Monnaie de Paris. Et vous avez un projet dans le cadre de la Monnaie de Paris qui s'appelle la métamorphose, c'est bien ça? Oui, la Monnaie de Paris, il porte donc un grand projet de transformation et d'ouverture complète qui se passera entre 2014 et 2016, il prend le nom de métamorphose. C'est un grand projet d'ouverture et de connexion avec l'art contemporain, de continuer donc les projets d'art contemporain qui avaient déjà démarré il y a quelques années, et donc avec un restaurant, un lieu de passage et différents types d'aspects de la monnaie. Très bien. Alors, merci. Revenons à la Nuit Blanche, bien évidemment. Comment se construit un événement tel que la Nuit Blanche
Nous savons, et vous l'avez indiqué, les artistes doivent être inspirés par les lieux, et vous visitez les lieux parisiens avec les artistes. Ils sont inspirés, ils ne viennent pas avec des œuvres existantes, ils s'inspirent du lieu pour créer des œuvres. Comment se construit un événement comme cette Nuit Blanche, 12 heures sans interruption d'art contemporain? Oui, c'est un événement très né à Paris, donc il y a 12 ans, donc c'était un événement typiquement parisien, on peut dire. Après, c'est répandu en France et aujourd'hui, la connotation internationale et même donc, au-delà. L'idée, oui, c'était d'introduire de l'art contemporain dans l'espace public, donc d'être aussi dans la logique qui est très forte en France de la commande publique, de l'œuvre d'art, donc dans ce rapport avec l'espace public et les spectateurs, donc très vaste et très varié. Et dans cette spécificité, avec Julie Pellegrin, on a surtout voulu confier aux artistes qu'on aime, donc aller confier des nouveaux projets. La grande partie, donc c'est presque 40 projets, sont toutes des nouvelles productions. Donc ça, c'est une des spécificités de la Nuit Blanche de cette année. 12 éditions avant nous. Nous, la 12e, c'est la dernière, on peut dire, de ces grands cycles qu'elle a commencé avec l'actuel maire de Paris. Donc c'était très excitant et en même temps très stressant. Mais c'est dans cette idée-là des logiques des nouvelles productions qu'on aime, Julie et moi, et comporte dans notre respectif travail de direction, les directrices. Vous avez réussi à vous mettre d'accord facilement sur cette liste d'artistes justement qui intervient pendant la Nuit Blanche? Oui, j'adore cette question parce qu'en effet, c'était avec Julie, on ne se connaissait pas, donc c'était un choix. On s'est rencontrés il y a 6 mois peut-être. Je suis aujourd'hui à la Monnaie, mais avant j'étais directrice du centre d'art de Vassivière, donc comme la ferme de Buisson qui dirige Julie, c'est un centre d'art. Et tout de suite, c'était une immédiate complicité. Surtout, on était très convaincus qu'on voulait réaliser la Nuit Blanche ensemble. Donc il n'y avait pas de partage ni des budgets, ni des parcours, ni des listes. Malgré aussi qu'on défend peut-être aujourd'hui des artistes différents, des visions différentes. En effet, cette complicité avec tous les soutiens de toutes les équipes qui travaillent à Nuit Blanche nous a permis aujourd'hui de réaliser, c'est-à-dire, je dis aujourd'hui parce que nous sommes dans la phase des tests, de la préformalisation des œuvres, de formaliser, d'aller à formaliser tous les projets qu'on avait imaginés il y a quelques mois. Alors, le thème, c'est Aventure d'un soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Aventure d'un soir, c'est le titre d'une œuvre qui est d'un artiste chinois, de l'artiste chinois Tsai Gang, qui prendra forme sous les berges de Seine. Et c'est une grande explosion pyrotechnique. Pour toute une série d'éléments, on a retrouvé aussi cette aventure d'un soir qui était portée presque dans chaque artiste des 40. Donc c'est devenu un langage commun, cette idée de l'aventure d'un soir. Tsai Gang, c'est un des artistes plus importants sur la scène internationale. Les MoMA lui a récemment créé une exposition. Et ces grandes explosions, parce que ce n'est pas une fête d'artifice, ces grandes explosions qui va durer presque 2 heures, il prendra forme sur les berges de Seine en face des musées entre les musées du Louvre et les musées d'Orsay. Vraiment, c'est juste en face des musées d'Orsay, à partir de minuit et demi. Alors la Nuit Blanche, il y a un côté forcément éphémère des œuvres qui vont être créées, puisque c'est uniquement pour l'événement. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu frustrant justement de ne penser à l'événement que pour une nuit? Non, il n'y a pas de frustration déjà de pouvoir travailler avec les artistes qu'on aime dans une ville comme Paris. Non, absolument pas. L'idée aussi de l'éphémère. Avec Julie, on a choisi vraiment que c'était des œuvres éphémères et pas des objets. C'est-à-dire l'œuvre n'est pas déplacée d'une partie en autre. C'était toutes des œuvres qui doivent avoir un côté très fort visuel, mais quand même donc éphémère. Donc, prendre la vision et vivre les partages, c'est partager avec les publics. Et l'effet qu'il soit de 12 heures, c'est un élément fort qu'il faut que l'œuvre soit vraiment très très importante et très très incisive pour les spectateurs. Et ces œuvres ont duré aussi après. Il ne faut jamais oublier qu'après la Nuit Blanche, il y a tout les circuits, des biennales, des galeries, des expositions qui continuent. Donc les œuvres qu'on produit pour la Nuit Blanche, qui sont vues en première par les habitants ou par les touristes de Paris, sont après dans des grands circuits de l'art contemporain et pas. Donc non, il n'y a pas de frustration. Et même, c'est très excitant de travailler sur une temporalité. C'était très important, c'est un élément qu'avec Julie, on a voulu se reconnecter aussi à l'histoire de l'art, à l'histoire, en soulignant un aspect important de l'happening et de la performance. C'est pour ça qu'une des œuvres centrales, c'est les concerts pour hélicoptère de Stockhausen. Oui.
On en entend parler beaucoup. Ah, c'est Et- merveilleux. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Stockhausen, c'est un grand compositeur Oui, allemand. Mort il y a quelques années, et très proche aussi à Paris. Hein. C'était très proche de Pierre Boulez, à l'IRCAM, dans cette situation européenne, des ruptures vers une certaine forme de la musique classique. Et il avait conçu, donc, dans la partie plus finale de sa vie, exactement dans les années 93, euh, ces concerts où les quatuors, c'était une des formes plus classiques donc, de la musique, un quatuor des cordes, et ça les associé dans ces concerts avec des hélicoptères. Donc il n'y a plus de dissociation entre l'objet hélicoptère et les violonistes. Et en effet, donc, les concerts ils se passent dans les ciels, où chaque violoniste est dans un hélicoptère séparément l'une de l'autre et doit accorder son instrument et son son avec les hélices de l'hélicoptère et avec l'autre qui est l'autre, donc le partenaire qui est dans l'autre hélicoptère. Et pour la première fois, cette œuvre qui a été jouée uniquement 4 fois dans le monde, il sera joué donc à Paris, évidemment, et surtout pour la première fois, il sera au-dessus d'une ville. Donc, on passera les couloirs aériens à partir vers 19h à 19h03 du 5 octobre. d'accord. Donc ça, c'est de la performance, hein. C'est de la performance, oui. C'est un des temps forts de la Nuit Blanche, enfin des points forts de la Nuit Blanche, c'est de fonctionner avec des parcours selon les quartiers. Vous avez repris ce découpage cette année. Quel serait pour vous votre parcours idéal de cette Nuit Blanche, tout quartier confondu? Oui, là, était conçu comme un coup de cœur absolu. Ce sont 4 parcours principaux. C'est les Berges de la Seine, les Canal Saint-Martin, Ménilly-Montant, République et Marais. Et donc, les coups de cœur sont dans les 4 parcours. Après, on peut choisir, par exemple, uniquement aller voir, visiter des œuvres qui sont juste à côté de où on habite, ou de pouvoir la traverser. On peut la traverser vraiment à partir de 19h jusqu'à vraiment la matinée. On peut vivre différents types d'expériences. Donc, il peut y avoir un moment plus lié à la famille, et on aura un certain type de projets, comme Palais Nielsen à place de Stalingrad, ou à l'Hôtel de Ville avec Yuri Karani. Et après, un autre, donc évidemment, Martin Creed, les cloches, de ces grands concerts collectifs de toutes les cloches de Paris qui sonneront à partir de 19h, donc les hélicoptères de Stockhausen, Fujiko Nagaya à la place de la République. Et après, on peut avoir une deuxième vague, qui est plus pour qui aime la vie nocturne, qui sont par exemple les artistes au platine à Berge de Seine, ou à Saint-Cannes à Belleville, ou encore à Psycho Gang sur les Berges de Seine. Et justement, sur les artistes qui vont être sur les berges de Seine, puisque ça c'est une des nouveautés de cette année, c'est l'aménagement de ces berges. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Il y a différents lieux qui n'ont été pas connus avant ou qui n'ont été pas vécus comme on l'a vécu nous. Donc, c'est les Berges de Seine et aussi Place de la République et les Carrés du Temple, entre autres. Il y a par exemple la Bourse de travail qui n'était jamais vue, ce sont des lieux plutôt inédits. Les Berges de Seine, ils sont envahis vraiment donc, par Stockhausen, par Psycho Gang, par les artistes au platine. Donc, plusieurs artistes et dans différentes temporalités de la soirée. Et c'est vrai que les berges sont très très vastes, donc c'était très excitant de pouvoir intervenir sur ces grandes surfaces. Et on a voulu choisir donc des projets qui peuvent être en accord et en harmonie, disons, ou un côté aussi très rock, on peut dire, avec ce type d'architecture, de ce type de paysages surtout. On aime beaucoup avec Julie parler en effet de la ville comme un paysage, et c'est comme ça qu'on l'a vécu. Alors, il y a aussi une autre performance intéressante. Nel Beloufa, qui est Oui. ouais, un acteur vidéaste, va prendre possession du BHV. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore une fois un peu plus sur cet artiste et cette œuvre? Oui, elle est toujours très surprenant. C'est une des figures les plus intéressantes de la scène internationale. C'est un jeune artiste qu'on a vu récemment, très récemment, on parlait de Tokyo, entre autres. Et en effet, il a choisi donc, de revenir au BHV, mais pas dans les BHV, c'est inspiré. C'était des systèmes modèles, des modèles, parce que comme une sorte de ville indépendante où on pourrait vivre, non? Mais il ne va pas présenter son œuvre donc, dans le BHV, mais juste à côté de l'entrepôt, D'accord. avec un vidéo ou une installation qui sera très proche du public. Très bien, merci. Chiara, merci d'avoir accepté notre Peut-être invitation et on vous souhaite une très bonne nuit blanche.
Et à samedi prochain. Et Bien à sûr. samedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Au 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 revoir. revoir. Bon, très bon événement à venir, le Oui, 5 en espérant octobre. que la météo soit avec eux, avec nous. Oui, oui. Alors Parce qu'effectivement, ce sera quand même plus agréable de pouvoir déambuler dans les rues de Paris sous un temps clément que sous la flotte. Tout à fait. Alors on le répète, Belleville, Ménilmontant, République, Le Marais, Tout à fait. les Et les Berges. berges de Seine. Voilà. Et c'est le 5 octobre. Voilà, de plus en plus maintenant, certaines villes aussi sont associées à l'événement ou participent, voilà, ont aussi leur nuit blanche. Quelques villes en Europe, je crois qu'il y avait Rome à une période, il y a Montréal, il y a plein de villes comme ça qui ont repris cette idée de déambulation artistique en soirée et qui continue dans la nuit. Voilà, et c'est devenu un événement Un incontournable événement incontournable, tout à qui fait. rend en plus l'art contemporain accessible à tous. Donc c'est une action très, très bonne. Absolument, oui. Et je crois qu'il y a 1,5 million maintenant de visiteurs par an. Donc Oui, c'est un fort vraiment succès, ouais, effectivement. très bien. On passe à la prochain sujet, qui sont les expositions, les galeries à voir, les événements à ne pas rater. Et on commence. Oui, on Ouais, va commencer Pierre. par des ouvertures de galeries. Il y en a eu quelques-unes en septembre, là. L'automne a été propice à faire quelques travaux pour certaines de ces galeries, alors plus ou moins poids lourds du milieu. Je pense notamment à Anne Barrault qui a ouvert un nouvel espace, qui a quitté son espace de la rue Saint-Claude pour s'installer rue des Archives. Voilà, dans un nouvel espace beaucoup plus grand, plus lumineux, voilà, avec une expo inaugurale de Sarah Tritz, une artiste de la galerie. Il y a aussi Kamel Menour qui a ouvert un nouvel espace. Donc il garde son espace de la rue Saint-André-des-Arts, son hôtel particulier, et il a repris une galerie qui était la galerie In Situ, Fabienne Leclerc, qui a déménagé, elle, pour le Marais, mais qui n'a pas encore ouvert son espace. Et Kamel Menour donc, a récupéré l'espace de la rue du Pont de Lodi, donc dans le 6e, toujours à rive gauche. Voilà, et la galerie In Situ de Fabienne Leclerc, donc, n'a pas encore ouverte. Non, devrait ouvrir, là, il n'y a En pas oct- encore les dates, mais Oui, ça devrait pas tarder, alors certainement Courant octobre, moi courant j'ai octobre, noté. peut-être au moment de la FIAC. Et c'est au 17-19 rue Michel Lecomte, dans le 3e. Tout à fait. Voilà. Enfin, la galerie Perrotin, galerie française qui devient extrêmement internationale, puisqu'ils ont ouvert il y a quelques mois une succursale à Hong Kong et viennent d'ouvrir à New York une galerie en grande pompe. Et on attend pendant la FIAC cette année une ouverture aussi d'un nouvel espace à Paris. Vous avez Voilà, là ici c'est à l'écran l'espace. de New York. Et effectivement, Perrotin devrait ouvrir un nouvel espace encore dans le Marais, toujours. Je crois que c'est un hôtel particulier en plus de celui qu'il a à la rue de Turenne. Il devrait y avoir encore un nouvel espace dans ce secteur. Mais là, effectivement, il faudra attendre la FIAC. Voilà. Ce sera lancé pendant le grand événement FIAC. Et enfin, on a Daniel Templon, galeriste depuis sans doute Oh, depuis des années. 50 ans, sans doute, pas loin, qui vient d'ouvrir à Bruxelles, vous le voyez ici à l'écran, une succursale. C'est bien, c'est positif, les galeristes veulent promouvoir leurs artistes, veulent leur donner plus de visibilité, ils ouvrent à l'international, ils ouvrent plusieurs espaces, on ne peut que s'en réjouir. Voilà, et alors Bruxelles, effectivement, c'est devenu un peu le nouvel Eldorado pour les galeries françaises. Il y en a plusieurs qui ont ouvert déjà des espaces. Je pense à Nathalie Obadia, il y a plusieurs autres. Almine Reich, notamment, oui. qui a ouvert aussi à Bruxelles. Ouais. Voilà, pour effectivement alors pouvoir atteindre leur clientèle belge aussi, et puis évidemment pour des questions fiscales. Bien sûr, bien sûr. Enfin, quelques expositions à ne pas rater, Pierre, Oui, qui sont plutôt sur la fin. On va parler donc de Pennone à Versailles, qui est jusqu'au 31 octobre. Giuseppe Pennone. tout à fait. Giuseppe Pennone, donc, qui est un artiste rattaché à l'Arte Povera, ce mouvement italien. Donc Giuseppe Pennone a été invité par Versailles à
envahir les jardins, un peu le bâtiment, mais finalement Giuseppe Penna n'est plus resté dans les jardins et donc il a installé toutes ces sculptures. Voilà, Des sculptures, voilà, comme on peut voir ici, qui sont, voilà, là c'est un tronc d'arbre qui a été scindé, peint, donc c'est en bronze. doré, et voilà, l'arbre est en bronze. Voilà, c'est en bronze. C'est des arbres en général très torturés. Voir le rendu final de ce bronze est très végétal, et donc il y a 22 pièces comme ça, des sculptures monumentales dans les jardins du parc de Versailles. Absolument. Il y a toujours une ambiguïté chez Pennon avec ses œuvres, puisque il travaille effectivement le bronze beaucoup, mais il a aussi travaillé le bois dans ses premières et pas mal d'éléments végétaux qu'on retrouve de temps en temps encore dans ses œuvres. Voilà, donc à Versailles jusqu'au 31 octobre, et ça dialogue plutôt pas mal entre le site et l'œuvre, donc à voir. Enfin, Roy Lichtenstein à Beaubourg, oui, qui se termine, roi du pop art, qui se termine le 4 novembre 2013. Le 4 novembre, tout à fait. Donc ça, c'est une rétrospective Lichtenstein à ne pas rater. Je trouve, parce que donc elle vient de la Tate de Londres, dans un format un peu plus réduit que chez nos amis anglais, vu que l'espace effectivement qui a été proposé pour cette exposition à Beaubourg est un peu plus restreint que ce qu'avait la Tate. Et donc on se retrouve voilà, plongé dans l'univers, beaucoup de BD, beaucoup... que pas mal de gens connaissent avec, à travers de la pub justement, puisqu'il a été beaucoup repris par les publicitaires, Lichtenstein. Voilà, et on le rappelle, donc c'est ce fameux mouvement de l'art qui s'intitule le pop art, qui a démarré dans les années 50-60, avec des personnages illustres aussi comme Andy Warhol, et donc un art qui se veut à l'époque en opposition à l'art traditionnel, en utilisant tous les éléments de la consommation de masse qui est naissante à cette époque, dont la publicité, la bande dessinée, les logos de produits. Donc, et puis un art à cette époque aussi du pop art qui s'ouvre à la mode, au dessin, à l'architecture aussi. Donc intéressant de voir cette rétrospective au Centre Georges Pompidou. Oui, et Lichtenstein, comme les autres artistes du mouvement pop art, utilise effectivement tous les codes de la société de consommation des années 50-60, avec tous les progrès techniques, la publicité, le confort moderne. Voilà, donc on retrouve tout ça dans cet univers très coloré, très pop finalement. Voilà, et on vient de voir passer quelques éléments qui montrent, quelques toiles et pièces qui montrent que c'était un connaisseur de l'histoire de l'art. Il a beaucoup joué dans la réinterprétation. On voit des toiles de réinterprétation de Picasso, de Braque, de Fernand Léger et autres. Donc aussi refaire vivre l'histoire à travers son approche. Absolument. Et puis un des points forts de l'exposition, je trouve, c'est de mettre en avant toute la partie sculpture, qu'on connaît peut-être un peu moins. On a un peu moins l'habitude de voir les œuvres, justement, puisqu'on a plus l'habitude de voir ces grands panneaux d'aplat avec des reprises de comics, avec des personnages qui ont des bulles au-dessus avec de l'écrit. On a un peu moins vu toute la partie sculpture. Donc l'expo est vraiment à voir. Voilà, jusqu'au 4 novembre 2013, pardon. À suivre dans Coupeville, l'exposition Georges Braque au Grand Palais. Notre expo absolument à voir. Voilà. On fera un point sur l'actualité design, Pierre, ainsi qu'on parlera d'une application Internet. Voilà. Absolument. À suivre dans Coupeville. Dans Coupeville. Retour pour la deuxième partie de l'émission avec, on va redémarrer directement sur les chapeaux de roue avec l'exposition Braque qui se tient en ce moment au Grand Palais, qui a ouvert ses portes le 18 septembre et qui se termine le 6 janvier. Braque donc est
peut-être un peu moins connu du grand public que certains de ses grands confrères, notamment on pense à Matisse, on pense à Picasso. Et pourtant, du coup, le Grand Palais lui rend hommage en faisant une belle rétrospective de son œuvre. Pour voir là, du coup, la bande-annonce de l'exposition qui a été produite par la RMN. Alors Braque est un des fondateurs du cubisme. On peut le voir sur l'écran avec justement le découpage de ces petites tasses de façon cubiste. Voilà, il est né en 1882, mort en 1963. Et le cubisme est un mouvement dans l'histoire de l'art, finalement, sur une période de temps assez courte, puisque c'est très, très courte. 1905, 1914, un peu plus court. On est plus sur du 1908, ouais. Peut-être plus probablement. 1905, on est encore sur du fauvisme. Oui. Voilà, donc on est quand même sur une période très très courte, mais qui a beaucoup marqué, puisqu'on est vraiment passé à un nouveau mode de représentation de l'objet. Tout à fait, où on met on va le voir, mais on va le voir avec une vidéo qui va nous présenter l'exposition à travers les propos de sa commissaire, qui s'appelle Brigitte Léal, qui va nous parler un peu de son contenu. L'exposition, elle s'est voulue une rétrospective très large, très riche d'œuvres, de peintures, de sculptures, de dessins, de papier collé, de livres illustrés, donc reflétant véritablement l'ampleur de la création de Braque, mais aussi toutes ses amitiés avec d'autres artistes, avec les poètes, avec les écrivains. Donc c'est une rétrospective qui commence avec le fauvisme en 1906 et qui se déroule jusqu'aux toutes dernières peintures de Braque en 1963. Braque, lui, choisit d'aller à l'Estaque, c'est-à-dire sur les pas de Cézanne, pour créer ces paysages fauves. C'est une période extrêmement serrée dans son œuvre, mais qui marque le véritable démarrage de sa création, avec déjà cette idée de l'ancrage dans le paysage méditerranéen, et ce génie de la captation, de la lumière, de l'espace, des couleurs. On voit d'emblée, en rentrant dans l'exposition, que c'est un coloriste extraordinaire. Le rôle de Braque dans le cubisme, il est véritablement fondateur, puisque c'est lui qui va créer les premiers paysages que l'on appelle cubistes, qui va présenter dans une exposition très confidentielle qui va durer une semaine en novembre 1908. Et on voit très bien que là, la leçon de Cézanne, elle est non seulement comprise par Braque, mais elle est portée à un autre niveau qui est celui du cubisme, avec cette géométrisation des formes, ce gros plan aussi quasi photographique qui donne une intensité extraordinaire à la composition, cette perspective coupée. Et puis après, c'est aussi Braque qui invente littéralement le papier collé à partir de cette espèce d'idée de génie qu'il a d'inclure dans le dessin et puis dans la peinture des morceaux, des bandes de papier collé, de pages de journaux découpées, d'objets retravaillés, des paquets de cigarettes écrasés, toutes sortes d'objets. Donc il faut entrer aussi la saveur de la culture populaire, de la culture de l'homme du quotidien dans une œuvre d'art. C'est un homme qui vit pour son œuvre, par son œuvre, et l'artiste qui l'a le mieux compris, c'est Giacometti, quand il parle de la peinture de Braque comme d'une peinture nue, c'est-à-dire véritablement une peinture entièrement fondée sur une vérité de la couleur, de la forme, une peinture authentique. Alors, pour nous parler de cette exposition Braque, nous allons recevoir Daphné Bétard, qui est journaliste à Beaux-Arts Magazine. Bonsoir Daphné. Ah, on n'entend pas Daphné. Ah, vous m'entendez là? Oui, ça y est, très bien. Bonsoir Daphné. Bon Bonsoir. Bonsoir.
Oui, donc je disais que vous aviez vu l'exposition BRAC, et que vous alliez pouvoir nous en parler, effectivement. Je disais tout à l'heure à Benoît que la rétrospective permettait effectivement de redécouvrir quand même un peu cet artiste, qu'on a... Oui, disons que Braque n'a pas été oublié, mais au moment de sa mort en 1963, c'est un artiste vraiment reconnu, à l'égal de Picasso, de Matisse, ils ont exposé ensemble, il a eu le Grand Prix de la Biennale de peinture de Venise, il a eu la commande pour le plafond du Louvre, lors de sa mort, André Malraux lui rend un image absolument vibrant, donc effectivement, et puis peu à peu, les critiques, l'histoire, vont le reléguer dans l'ombre de Picasso. Donc il va être plutôt mis au second plan, et alors que c'est un des grands inventeurs du cubisme, et c'est d'ailleurs de lui que vient le mot de cubisme, suite à son exposition en 1908. Voilà. Oui, parce que l'impression quand même donnée, effectivement, ce que les gens pensent encore aujourd'hui de Braque, c'est de dire que c'est un peu un suiveur, c'est-à-dire que souvent, par exemple, dans l'exposition que j'ai faite, justement, il y avait une personne qui me disait, mais ça ressemble, la partie fauve ressemble à du Matisse, on arrive dans la période cubiste, on a l'impression ça ressemble à du Picasso. Et comment se fait-il qu'on arrive à quelque chose comme ça, d'arriver à un artiste qui finalement est majeur, puisqu'il a quand même une commande au Louvre, il a la première rétrospective exposition au musée du Louvre pour un artiste vivant. Au vivant. Louvre, c'est le premier, exactement. Et voilà, et on se retrouve effectivement 40 ans après, 40 ou 50 ans après, à l'évoquer comme quelqu'un finalement... Comme un second, comme un éternel second. Ouais. Voilà, J'ajouterais peut-être, juste pour avoir votre point... J'ajouterais peut-être, juste pour avoir votre point de vue de spécialiste, j'ai un petit peu du mal à comprendre, en effet, s'ils étaient en compétition ou s'ils étaient vraiment copains, Picasso et Braque, puisqu'on parle de compagnons de cordée quand même. Donc, voilà, exactement. C'était ce que disait Braque de leur relation. Ouais. En fait, ils se rencontrent en 1907 à Paris, ils sont voisins, ils ont des ateliers situés l'un à côté de l'autre, ils se rencontrent, Braque va dans l'atelier de Picasso, il découvre les Demoiselles d'Avignon, c'est un véritable choc, et ils vont commencer à se lancer dans cette aventure du cubisme, dont Brigitte Léal a très bien parlé, donc je ne vais pas revenir dessus évidemment, mais donc ils travaillent ensemble, à tel point qu'on pourrait presque se demander si certaines œuvres sont de Picasso ou de Braque. Ils travaillent non-stop ensemble jusqu'à ce que la Première Guerre les sépare. Néanmoins, c'est quand même Braque qui a l'idée d'introduire sur la toile le papier collé, des éléments, d'autres matériaux. Braque est à l'initiative de plein de choses, mais ils travaillent ensemble. Ensuite, effectivement, ils seront en rivalité, comme deux grands génies. Mais il y a peut-être quelque chose qui s'explique aussi dans la peinture de Braque, qui n'est pas immédiate. La peinture de Picasso est impressionnante et spectaculaire, on est plongé dedans immédiatement. La peinture de Braque nous impose de se poser, de prendre son temps, elle est peut-être moins évidente, c'est une peinture qui est peut-être plus difficile, mais en tout cas, on le voit dans les dernières salles, d'ailleurs, dans les images que vous avez passées, Brigitte Léal est dans la dernière salle, on voit les oiseaux, on voit comment il est passé donc, de ses premiers essais où il s'essaye au fauvisme à vraiment une œuvre très grande, très impressionnante, très émouvante, mais qui exige de prendre un peu de temps. Et aujourd'hui, on a peut-être un peu tendance à être habitué à des images faciles, immédiates, ce qui ne correspond pas à Braque. Oui, et Brigitte Léal mentionnait le fait que Braque était aussi un très grand coloriste. Oui. Et c'est lui qui... alors ça, c'est plutôt après la guerre, il me semble. Il commence à travailler autour du cubisme, mais sur la couleur, en travaillant sur ce que la couleur peut apporter dans le volume, dans la construction de l'espace. C'est assez amusant parce que dans la série des ateliers qui fait après la Seconde Guerre, qui est vraiment... considéré comme un aboutissement dans son œuvre, la couleur arrive dans l'atelier 8 et vraiment elle donne une force qu'il n'y avait pas dans les premiers ateliers. Voilà, on a des plans rouges, on a cet oiseau blanc qui jaillit, qui apporte la lumière, sur lequel on a beaucoup écrit d'ailleurs. Mais alors
J'ai peut-être une question un peu de base pour nos téléspectateurs. Comment décrirez-vous le cubisme de manière très simple? On parle de petits cubes, on parle de perspectives mises à plat. Simplification, géométrisation, comment décrirez-vous le cubisme? Alors c'est amusant parce que à sa mort, donc à la mort de Braque en 63, Malraux va parler de la révolution picturale du siècle. C'est-à-dire que les cubistes vont complètement bouleverser la perspective dont vous parlez. Ils vont diviser les volumes d'un même objet, les mettre à plat pour les représenter et s'interroger finalement sur ce qu'est l'objet, sur ce qu'est sa représentation, sur la manière de le traduire en peinture. Comment traduire l'objet en peinture? Et on arrivera donc dans un premier temps à ces objets divisés, et puis ensuite à l'introduction de matériaux beaucoup moins nobles que la peinture sur la toile. Donc c'est évidemment un bouleversement dans les règles de la peinture. Oui, je pense que même d'un point de vue spectateur, c'est assez intéressant. On joue avec ces toiles, on essaye de comprendre. On essaye de remonter dans le sens inverse la perspective. Donc c'est très intéressant. Et peut-être que les œuvres de Braque sont un peu plus complexes à remonter, entre guillemets, que celles de Picasso. Les œuvres sont effectivement un peu plus complexes, et c'est là en ça où l'exposition est plutôt une réussite, je trouve. C'est qu'on est vraiment accompagné dans un accrochage impeccable, justement à découvrir l'œuvre de Braque et à mieux comprendre toute sa partie cubiste, mais après, au-delà du cubisme, tout ce qu'il a pu faire après, et notamment après la guerre. Bien sûr. Et notamment, Daphné parlait... Pardon. Non, ce qui est aussi très réussi dans cette exposition, allô? Oui. Ouais. Ce qui est aussi très réussi, c'est qu'il y a énormément de photographies, de documents, où on intègre vraiment, je trouve, son atelier. On rentre dans l'intimité du peintre. Oui, c'est vrai Et aussi. c'est ce qui va toucher, à mon avis, le visiteur. C'est ce qui va lui permettre de rentrer dans son atelier, où il a travaillé presque, pas en huis clos, mais durant la guerre, il s'est concentré sur ses natures mortes. Et toutes ces photographies, qui sont absolument superbes, avec des portraits de Braque vraiment très émouvants, je trouve, dans cette présentation impeccable du Grand Palais, va permettre au spectateur de rentrer encore plus facilement dans cette œuvre qui n'est pas si évidente. C'est vrai, et ce que vous disiez, Daphné, tout à l'heure sur le fait que Braque, effectivement, avait une peinture peut-être moins évidente que Picasso, on la ressent aussi peut-être dans sa vie, avec le fait que Braque est d'un tempérament certainement plus discret que Picasso est flamboyant. Et c'est peut-être ça aussi où la fortune critique, ou la fortune actuelle de Picasso, la fortune critique actuelle de Picasso, est plus marqué, puisque effectivement Braque a peut-être été un peu moins présent sur la scène, on dirait la scène people actuelle, communicante, politique même plus, parce que Picasso était très engagé. Il a rejoint le Parti communiste, il a été vraiment très impliqué. Ça a été une figure de la liberté durant la Seconde Guerre mondiale. Braque est resté plus en retrait, mais il a peut-être poursuivi son œuvre vraiment dans son atelier. Il s'intéressait aussi énormément à la jeune création. Il était très ouvert. Hein. C'était un artiste très intéressé par la création, les artistes et tout ce qui pouvait arriver à nouveau dans l'art. Oui, puis il était aussi proche des milieux intellectuels. Je pense à Jean Paulhan, je pense aussi à Saint-Jean-de-Perse, dont on retrouve certains écrits tout au long de l'exposition. Il a sauvé aussi les archives de Karl Einstein, hein, les écrits. Il a sauvé ses écrits, donc il a fait des choses de manière assez discrète, plutôt dans l'ombre. C'était pas quelqu'un qui voulait absolument occuper le devant de la scène et qui est resté dans ses recherches, dans ses passions autour de la peinture. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Daphné, sur la salle qui est consacrée à ses ateliers. Oui. C'était juste pour souligner effectivement que un des intérêts de cette exposition, c'est d'avoir regroupé toutes les œuvres, la série complète. Et ça, effectivement, je pense qu'on aura peu d'occasion de voir cette série réunie complètement, puisqu'il y a plusieurs collections concernées, notamment des institutions publiques. Ça, c'est peut-être moins compliqué, mais il y a aussi des collections particulières qui sont un peu plus réticentes à prêter certaines œuvres. Exactement, puis c'est un ensemble qui montre bien l'évolution de ses recherches, comment il travaillait la matière, comment il travaillait un ensemble.
On ne rentre pas par le détail dans l'œuvre de Braque, c'est un tout global dans lequel il faut prendre le temps de rentrer. Et tout ça, je trouve que c'est très bien montré au Grand Palais. C'est une des grandes vertus de cette exposition, c'est vraiment de permettre de s'approcher au plus près de sa création, de sa créativité et de ses recherches qui étaient nombreuses. Sur la perspective, sur l'effet. On a cet oiseau qui arrive dans l'atelier, c'est lui qui donne le mouvement. C'est un élément clé, on a énormément écrit sur cet oiseau. Braque voulait lui préserver une part de mystère et il joue un rôle essentiel. Et d'ailleurs, il finit ce parcours, comme on l'a vu dans les images, avec Brigitte Léal, la commissaire. Oui, et l'oiseau que l'on retrouve sur le plafond du Louvre. Ah oui, c'est pas... Oui, Voilà, c'est le premier, oui. Ce très bel oiseau noir Très sur bel fond oiseau, bleu. oui. Absolument. Qui avait été conçu pour la salle étrusque. Ouais. C'est la salle des 7 cheminées, non? C'est ça, Daphné, je me trompe ou... C'était la salle étrusque. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, allez au Louvre, vous verrez, c'est très bien indiqué. Voilà, donc du 18 septembre, ça vient juste de démarrer, Oui, absolument. jusqu'au 6 Oui, janvier, c'est un des grands temps forts de la rentrée. au Vraiment. Grand Palais à Paris. À ne pas rater. Et bien sur ce mot, merci Daphné Merci Daphné, merci beaucoup. d'avoir accepté notre invitation et bonne fin de soirée. Merci bien. Nous voici de retour. Alors voici de après retour. Braque, la naissance du cubisme et cette plongée dans l'art moderne, nous allons revenir au design. Sur l'actualité. Sur l'actualité du design, il y a plusieurs choses qui vont se passer ce mois-ci. Donc le prends mes notes. premier sujet qu'on voulait couvrir, c'était le Design Tour, Oui, Hein, tout à fait. Alors, qui couvre du 16 octobre au 28 novembre. absolument. 5 étapes, donc c'est une exposition étapes. itinérante, 5 villes donc. Absolument. Alors le Design Tour, c'est la deuxième édition cette année. Ça a été lancé l'année dernière. Alors il y a 5 villes qui se sont regroupées, qui sont Bordeaux, Nantes, Lyon, Montpellier et Marseille. Je vous les donne dans l'ordre des étapes, puisque ce sont 5 villes qui se sont regroupées, qui vont présenter, là par exemple cette année, il y a 4 expositions qui sont concernées et qui vont être itinérantes. Ça permet, ce design tour, de mettre en avant les créateurs, les designers, les jeunes designers, Voilà. les jeunes maisons d'édition aussi. Voilà, 120 designers et maisons d'édition. Absolument. Et le thème, c'est Oser. Et le thème, c'est oser. Et il y a donc 4 expositions, comme je vous le disais. La première, là, nous voyons passer des images d'une de ces expositions qui sera l'exposition des labels VIA 2013. Alors le VIA, c'est une association qui est pour la valorisation de l'innovation dans l'ameublement. Le VIA se situe à Paris. Ils ont une galerie d'exposition avenue Daumesnil, le long de la coulée verte, Oui. sous les arcades. Sous le viaduc. Sous le viaduc, à côté tout à fait. de la Bastille. Et tous les ans, le VIA décerne des labels à des produits qui sont commercialisés dans l'année et qui ont comme particularité une collaboration exemplaire entre un producteur français et un designer. Là, sur la photo que nous avons vu passer, ce sont les 5 designers. Donc, il y a un collectif de designers, la photo précédente, voilà, qui s'était associé avec la chaîne d'hôtels Ibis, et sa chaîne Ibis Style. Et ils ont proposé toute une série de mobiliers pour meubler ces hôtels, pour les rendre un petit peu plus funky. Il y a un petit côté Nathalie Grasset. Alors, oui, mais c'est surtout, chez les 5 designers, il y a toujours un côté récupération et volonté de recréer des objets à partir d'objets abîmés, où il y a toujours un petit quelque chose ajouté. Là, effectivement, on lorgne un peu sur le côté Nathalie Grasset. Je vois pourquoi tu dis ça, Benoît. C'est sur les couleurs, peut-être. Les couleurs, et puis Absolument. peut-être une approche assez simpliste, Mais minimale. effectivement, il y a une approche très minimale de l'objet. Voilà, le Design Tour du 16 octobre au 28 novembre. Absolument. Il y a 3 autres expositions. Rapidement, il y a le Carré Orange. Donc ça, c'est en partenariat avec Orange, l'opérateur téléphonique, et qui apporte son soutien à des jeunes maisons d'édition et de designers pour essayer de faire financer ces projets. Il y aura aussi une exposition, alors là ce sera juste un petit aperçu de l'exposition qui a lieu en ce moment à la Cité du Design de Saint-Étienne et qui s'appelle Homework et qui concerne donc les designers, les étudiants de l'école
de design de Saint-Étienne. Donc là, il y aura juste quelques objets présentés. Et la dernière exposition, c'est une exposition concours qui est proposée par la Fédération française de la tannerie-mégisserie. Et le thème, c'est le thème du cuir. Voilà pour cette exposition. Là, vous voyez passer les photos. Là, c'est une table, toujours pour l'exposition sur les labels VIA. C'est le label Moustache, qui est une jeune maison d'édition et qui s'est associée avec Yona Vautrin pour proposer des tables basses, oui, des tables. Et la table s'appelle Baobab. Et la dernière image, c'est un canapé. Là, c'est une maison d'édition qui s'appelle Alki, qui est une maison basée au Pays Basque. Et là, c'est un canapé qui s'appelle Laïa, qui fait partie d'une série de mobilier et qui a été créé par Jean-Louis Iratsoki. Voilà pour la partie Design Tour. Design Tour. Ensuite, nous avons, pour ceux qui sont intéressés par le mobilier du Plaza Athénée, cet hôtel, ce palace de luxe fait peau neuve, il se rénove et son mobilier est en vente auprès de la maison de vente aux enchères Arcurial, qui est au rond-point des Champs-Élysées, les 7 et 8 octobre. Donc vente le 7 et 8 octobre, exposition le 5, le 6 octobre. Et donc vous pouvez trouver en grande partie le mobilier du palace, en particulier des sculptures de Folon, des pièces fauteuils de Patrick Join, du designer Patrick Join, mais aussi le fameux bar glace, le bar glacier de Patrick Join, qui est très célèbre. Et qui sera le clou de la vente, enfin, qui est tout à fait. L'objet estimé, je crois, entre 20 000 et 30 000 euros, donc c'est la plus grosse estimation de la vente. Et sinon, effectivement, après, il y a tout un tas d'objets. Voilà, il y aura des pièces de l'art de la table qui ont une édition spéciale qui a été faite par Hermès. Voilà, pour Ducasse. Voilà, puis après, il y a tout un tas de mobilier du style 2, où là, il faut quand même bien vérifier l'artisan ou savoir pourquoi on se fait plaisir. Voilà, l'intérêt de cette vente, effectivement, porte plutôt sur les objets de design et sur les arts de la table, je pense. Et nous allons terminer par une vente caritative. Pour le coup, là, c'est une initiative de la mairie de Paris qui vend à l'Hôtel de Ville. Ce sera une vente aux enchères le 10 octobre, alors toujours sous la houlette de la maison Arcurial, mais ce sera à l'Hôtel de Ville et pas au rond-point des Champs-Élysées. Et la vente, c'est une vente qui s'inscrit dans la programmation artistique qui a été proposée cette année par la mairie de Paris autour de l'école Boulle, pour mettre en avant cette école de designers, très célèbre un peu partout dans le monde. Et les fonds récoltés serviront à financer un incubateur des métiers d'art qui s'appelle les Ateliers Paris Design et qui est animé en partenariat avec les 3 écoles d'art décoratif de Paris, qui donc sont l'école Boulle, l'école Estienne et l'école du Perret. Merci. Pour terminer cette émission, rapidement une petite revue sur ce qui se passe sur le web et sur Internet. Artsy, le célèbre site américain, Artsy vient de lancer son application mobile au mois de septembre. Alors un petit historique sur cette application. C'est un site Internet, encore une fois, qui vient de sortir son application Internet, et c'est un site Internet qui vous permet de découvrir des œuvres d'art à travers des galeries qui exposent, mais aussi des expositions, des foires d'art contemporain qui sont présentées sur ce site. Et puis il y a tout un côté éducation aux collectionneurs auprès de Art.si. L'innovation d'Art.si, et c'est ça qui est très intéressant, Pierre, c'est qu'ils sont capables de comprendre vos goûts et de présenter à l'utilisateur des œuvres susceptibles de l'intéresser, au même titre qu'Amazon le fait avec les livres, que iTunes le fait avec la musique. L'innovation ici de Artsy, qui est un service financé par Google, financé par le galeriste Larry Gagosian, donc un site qui a beaucoup de visibilité aux États-Unis pour l'instant, on espère qu'il arrivera en France, mais voilà, un projet très très intéressant. On espère effectivement le voir débarquer rapidement en France pour pouvoir profiter de ce web. Voilà, merci. Coupefil, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois. On se retrouve le 18 octobre.
Voilà, pour exactement. une émission, on peut vous dire déjà, une émission spéciale FIAC, mais il y aura évidemment autre chose. Voilà. Et puis d'ici là, la communication continue avec Twitter, @WatchTV, #Coupefil. Merci, au revoir. Au revoir.